Quel était le régime alimentaire des hominines et quelles sont les origines de la chasse s'interroge le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin. Comment passe-t-on d'une consommation de viande occasionnelle, sans trace archéologique, à une abondance de ressources ? Que pouvons-nous apprendre des outillages oldowaïens en Éthiopie sur la consommation de viande vers 2,3 millions d'années ? Quelles étaient les pratiques de consommation des charognes par nos ancêtres préhistoriques ? Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité au Collège de France, titulaire de la chaire internationale de paléo-anthropologie, nous entraîne dans une grande exploration de la prédation chez les hominines dans sa nouvelle série intitulée « L'homme prédateur ». Les cours précédents ont analysé différents comportements de prédation de nos lointains cousins, les chimpanzés communs et les bonobos, pour comparer avec les hommes et tenter d'appréhender la transition des singes non humains vers les hommes eux-mêmes. Jean-Jacques Hublin a ensuite ouvert le grand chapitre des origines de la chasse chez l'homme. Il nous a introduit aux changements climatiques et aux évolutions des hominines, ces différents ancêtres de l'homme, depuis les formes les plus proches des grands singes jusqu'au genre Homo et Homo sapiens. Le cours d'hier s'était achevé sur les analyses des données isotopiques. Les isotopes stables du carbone et de l'azote que l'on peut retrouver sur l'émail dentaire ou sur les os permettent d'élaborer les moyennes du régime alimentaire des individus sur de nombreuses années. C'est grâce à ce type d'analyse que l'on peut dater certaines évolutions et voir l'impact de l'environnement sur l'homme. Dans le récent et passionnant ouvrage collectif intitulé « Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances », Jean-Jacques Hublin explique, et je le cite, « Entre 3 et 2,6 millions d'années avant Jésus-Christ, l'Afrique connaît une de ces crises climatiques qui ont périodiquement accru l'aridité et réduit les surfaces arborées. C'est pendant cette période que l'on voit apparaître deux lignées nouvelles, le genre Paranthropus et les premiers représentants du genre Homo, auquel appartient notre espèce. L'analyse des microstries d'usure dentaire montre que Paranthropus robustus consommait des aliments durs comme le font aujourd'hui les babouins dans les savanes. L'idée la plus communément admise est que l'apparition du genre Homo correspond à une réponse adaptative originale et différente de celle des paranthropes face à une aridité croissante, un changement de régime alimentaire qui inclut de plus en plus de viande. Les données de la chimie isotopique montrent aussi que les premiers représentants du genre Homo exploitaient des environnements assez comparables à ceux où évoluaient les australopithèques. Ce n'est que plus tard que l'on trouvera Homo erectus et Paranthropus boisei dans les milieux franchement ouverts. Et nous gagnons le Collège de France le 6 novembre 2018 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui les origines de la chasse. Pour la période qui nous intéresse le plus, cette origine de la chasse chez l'homme, on est quand même un petit peu handicapé du côté de l'utilisation des isotopes stables. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui marche le plus, enfin le mieux, c'est l'extraction de ces isotopes de molécules organiques. Par exemple, du collagène qui est conservé dans certains os fossiles. Eh bien, on peut extraire de ce collagène du carbone, de l'azote et faire ces mesures. Alors pourquoi on s'intéresse à ces molécules organiques ? On s'intéresse à ces molécules organiques parce que, justement, ce sont des molécules dont on est sûr qu'elles ont été produites par l'organisme dont on veut mesurer, apprécier le régime alimentaire. Le problème d'utiliser du carbone d'origine non organique, c'est que là, justement, tous ces facteurs qui sont liés à la conservation de l'os, enfin ce qu'on appelle la taphonomie, la diagénèse, la transformation chimique des fossiles au cours du temps, peut affecter ces valeurs-là. Et donc, au départ, on est un petit peu réticent à les utiliser. Alors, le problème, quand on étudie des espèces fossiles qui vivaient il y a 2 ou 3 millions d'années en Afrique, c'est que malheureusement, il y a belle lurette que le collagène de ces fossiles a disparu, et donc on est obligé de se contenter de mesures isotopiques sur la partie minérale de ces fossiles. Alors déjà, le fait d'utiliser la partie minérale, ça élimine les mesures de l'azote.
savez que l'azote, c'est un composant, un élément très important pour la fabrication des protéines, des molécules organiques en général. Et donc, on se contente de mesurer les variations du carbone 13 qui est présent dans les carbonates et dans l'hydroxyapatite et donc dans les tissus squelettiques en particulier. Alors, on a des données pour le carbone 13, pour ces espèces, avec ici la variation du delta du C13 en abscisse, et puis on commence avec des hominines très anciens, c'est ceux qui étaient encore très liés au milieu arboricole, consommateurs de viande peut-être occasionnels, mais certainement très, très orientés vers le monde végétal. Et puis ensuite, on a ici nos australopithèques, donc qui sont, eux, adaptés à des milieux plus ouverts. Et puis on termine ici avec les représentants du genre Homo, et puis ces paranthropes qui sont adaptés à des milieux de plus en plus arides. Et de façon, je dirais, prévisible, eh bien, on observe une variation du delta du C13 depuis les premiers jusqu'aux derniers, avec, dans le fond, une évolution qui est une évolution qui nous dit plus de choses sur l'environnement que sur le régime alimentaire. En gros, les valeurs qu'on observe chez les Ardipithecus, par exemple, sont des valeurs qui correspondent aux valeurs isotopiques qu'on va trouver dans des milieux de forêt-galerie, qui est le milieu auquel on assigne ces formes-là. Et puis, on va évoluer vers des valeurs, surtout chez les paranthropes, et les paranthropes d'Afrique de l'Est en particulier, qui sont des valeurs qui correspondent à des environnements où les plantes en C4 dominent, donc ces plantes herbacées, ces graminées qu'on trouve dans les savanes. Alors, pour être parfaitement clair, vous vous souvenez de l'enracinement de ces chaînes trophiques dans différentes valeurs du C13. Quand on a des valeurs très élevées comme celle-là pour le delta de C13 et qui correspondent à des valeurs qu'on trouve dans les plantes en C4, ça ne veut pas dire forcément que ces espèces mangent des plantes en C4. Ça veut dire qu'elles appartiennent à une chaîne trophique qui s'enracine dans les plantes en C4. Et vous voyez, le problème, c'est que vous mangiez des graines qui poussent dans la savane, ou que vous mangiez les termites qui mangent les graines qui poussent dans la savane, ou que vous mangiez les zèbres qui mangent les herbes qui poussent dans la savane, vous allez avoir des valeurs comparables de ce delta de C13, et ça, c'est extrêmement frustrant. Alors, quand même, on peut tirer quelques informations de ces valeurs. En particulier, vous voyez que le spectre des valeurs isotopiques varie quand même beaucoup d'une espèce à l'autre. C'est-à-dire qu'on démarre avec des espèces qui ont un spectre qui a l'air assez étroit, qui correspond à un milieu très particulier, qui est ce milieu de forêt et galerie. On termine aussi avec des espèces c'est en tout cas les paranthropes, qui ont aussi un créneau écologique assez fermé, mais au milieu, avec les australopithèques et aussi avec les représentants du genre Homo, on a des espèces quand même qui montrent un approvisionnement, alors quel qu'il soit, végétal ou animal, qui dans le fond varie énormément, varie de valeurs qui sont celles qu'on va trouver dans des forêts-galeries ou dans des savanes relativement sèches. Alors, on peut représenter ça d'une autre façon. Voilà des valeurs isotopiques en C13 pour toutes sortes de mammifères qu'on trouve dans les gisements à hominines en Afrique. Et vous voyez qu'on a en gros deux gros paquets qui correspondent aux animaux qui vivent plutôt en milieu forestier, puis des animaux qui vivent plutôt en savane. On a ici des valeurs isotopiques du delta de C13 pour les fameux paranthropes complètement décalés et qui vient dans les valeurs des milieux de savane. Et puis ces hominines, alors l'article dont j'ai tiré cet article, pour une raison que je n'ai pas très bien compris, appelle ça des hominidés, mais vous vous souvenez que les hominidés, ça comprend aussi le chimpanzé, le gorille, etc. Et alors ce qu'on voit en fait, c'est que pris tous ensemble, ces hominides, dans le fond, ils évoluent entre ces deux milieux. Et d'ailleurs, ils sont, à la différence de ce qu'on observe chez les autres mammifères, ils ont l'air d'être plus nombreux dans les milieux intermédiaires.
Et donc c'est peut-être justement cette capacité à vivre dans des interfaces entre des paysages très différents qui fait le caractère particulier de ces hominines. Quand on regarde dans le détail, c'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe régionalement et ce qui se passe pour chaque espèce, l'image devient un petit peu plus compliquée. Vous voyez par exemple qu'en Afrique du Sud, entre, disons, un peu moins de 3 millions d'années et un peu plus d'1 million d'années, quelles que soient les espèces qu'on regarde, dans le fond, il n'y a pas de changement majeur de ces valeurs isotopiques du carbone 13, du delta 13. Simplement, ce qu'on voit encore une fois, c'est que certaines espèces ont un très grand spectre d'exploitation de différents milieux, d'autres un spectre un peu plus étroit, mais en gros, ça ne change pas énormément. Par contre, l'Afrique de l'Est, et c'est en Afrique de l'Est je vous rappelle qu'on trouve les premiers représentants du genre Homo, eh bien là, on a très nettement un clean très marqué entre 4,5 millions d'années, c'est-à-dire les derniers Ardipithecus, 4 millions d'années, les premières formes d'Australopithèque, Australopithecus anamensis, et puis nos paranthropes, et certains représentants du genre Homo, il y a 1,5 million. Eh bien là, on a un changement très marqué. Et ce que ça traduit surtout, tout ça, c'est que, en fait, ces changements environnementaux dont je parle, cette montée de l'aridité, ces changements climatiques, ça affecte beaucoup plus certaines régions que d'autres, et en particulier l'Afrique de l'Est. Vous voyez quand même que nos homos, en tout cas les homos anciens les plus récents, si je peux dire, qui ont moins de 2 millions d'années, eh bien quand même, ils rentrent dans la variabilité des valeurs qu'on observe chez les paranthropes, et donc suggèrent quand même qu'ils sont plus que les autres formes capables de vivre dans des milieux assez ouverts. Et ces milieux ouverts, c'est quelque chose qu'on invoque pour expliquer des changements comportementaux. Et vous vous souvenez, je vous ai montré ces chimpanzés du Sénégal qui fabriquent des espèces de saguets pour aller attraper des petits prosimiens dans les troncs d'arbres. Encore une fois, il paraît que les femelles sont beaucoup plus capables que les mâles de fabriquer des bâtons pointus, mais enfin, tout le monde en mange apparemment. Et on a chez les chimpanzés de savane des comportements qui sont peut-être, pour certains, qui évoquent ce qui s'est passé chez les hominines qui ont été confrontés à ces mêmes milieux. Je voudrais vous montrer autre chose que j'ai pas eu le temps de vous montrer la dernière fois, qui est un autre exemple de chimpanzés de savane, ceux-là de Tanzanie, d'une région qui s'appelle Ougala. Et ces chimpanzés... Alors, savane avec quand même pas mal d'arbres. C'est une savane arborée. Vous voyez, ils ont quand même toujours des arbres autour d'eux. Et ces chimpanzés-là, eux ne fabriquent pas des saguets, mais ils fabriquent des outils en bois qui servent à creuser le sol et notamment à extraire des tubercules qui sont des tubercules comestibles. Et donc, voilà, on peut s'imaginer nos hominines qui vivent dans des milieux de savane de plus en plus ouverts, nos australopithèques en particulier, ayant des bâtons à pointer un peu comme nos chimpanzés de Fongolie, ayant aussi des bâtons qui peuvent servir à creuser pour trouver des végétaux, voire à assommer une petite antilope si le bâton est suffisamment lourd. Alors, malheureusement, tous ces objets en bois qui ont sans doute existé et qui ont sûrement été, je dirais, plus sophistiqués chez nos australopithèques que ce qu'on observe chez nos chimpanzés de savane, ne se sont pas conservés. Alors, tout n'est pas perdu quand même, parce qu'on a, dans plusieurs sites sud-africains, des objets qui sont des objets, alors eux, en os, et donc, vous voyez, on est déjà quand même dans un environnement où ces hominines ont accès à des os fragmentés, ce qui suggère que peut-être qu'ils consomment à côté de ça des ongulés. On a des fragments d'os qui sont polis à leur extrémité, avec des striations qui ont été étudiées, qui ont été comparées aussi à le résultat d'expériences où on a essayé de faire de creuser, par exemple, avec ces objets-là. Et on pense que ces objets ont servi probablement à démolir des termitières.
Vous vous souvenez, je vous ai montré un gorille en train de démonter une termitière et des chimpanzés qui étaient en train de pêcher à l'intérieur avec des baguettes très longues qu'ils avaient façonnées. Là encore, vous voyez, on rejoint tous ces comportements qu'on trouve donc certainement chez ces hominines. Alors le problème, c'est tous ces objets qui ont été décrits dans 3 gisements essentiellement en Afrique du Sud. Malheureusement, dans ces 3 gisements-là, entre 1,5 million et 2 millions d'années, eh bien, on trouve plusieurs espèces d'hominines. Donc on est bien incapable de dire qui les a utilisés. Les fossiles qui sont les plus nombreux à Swartkrans, ce sont des paranthropes. Donc vous voyez, nos paranthropes qui vivent dans des milieux de savane où on dit qu'ils ont une nourriture végétale, coriace, etc., peut-être qu'ils mangent aussi des termites, hein, mais ce n'est pas les isotopes du carbone qui vont nous le dire, hein, puisque tout ça c'est dans la même chaîne trophique. Mais on a aussi, à Drimolen et dans les autres gisements, on a des premiers représentants du genre Homo, donc qui eux aussi peut-être se livraient à cette activité de destruction et de consommation de termites. Alors, est-ce que tout est désespéré avec la géochimie, avec les isotopes? Peut-être pas. Alors, d'abord, on a des gens qui ont étudié non pas des rapports isotopiques, mais des rapports élémentaires. Alors, c'est quoi la différence? Les rapports isotopiques, c'est le fait que quand une molécule organique comporte des éléments qui sont des isotopes plus lourds que les éléments les plus communs, elles vont se comporter de façon un petit peu différente. Au lieu de regarder les rapports entre des isotopes d'un même élément, on peut aussi regarder des rapports entre des éléments eux-mêmes. Et en particulier dans le squelette, il y a 2 éléments, le strontium et le barium, qui se comportent un petit peu comme le calcium. Ils appartiennent à la même famille, ils sont proches dans le tableau de Mendeleïev. Et donc dans le squelette, partout où il y a du calcium, il y en a beaucoup, et bien de temps en temps, il y a un atome de strontium ou un atome de barium qui va se placer. Et comme l'organisme, dans ces processus métaboliques, a quand même, je dirais, une préférence pour le calcium, eh bien, toujours pareil, le long des chaînes trophiques, eh bien, on a une tendance à la baisse du rapport strontium sur le calcium ou barium sur le calcium. Alors, ce qui est bien avec ces éléments, strontium ou barium, c'est que ce sont donc des éléments qu'on va trouver dans la partie minérale. Ils vont se conserver pour toujours, ils ne sont pas liés à des molécules organiques, et donc en théorie, on peut utiliser ça sur des fossiles très anciens. Dans la pratique, je dirais ça. Bon, là, je vous montre les résultats d'une étude qui a été publiée en 2012, donc c'est quand même pas dans la nuit des temps, où les chercheurs ont essayé de montrer que chez des représentants anciens du genre Homo, dans les mailles dentaires, eh bien, on a des rapports du strontium sur le calcium et du barium sur le calcium qui sont relativement faibles et qui pourraient correspondre à ce qu'on observe chez des carnivores. Alors, le problème de ces éléments-là, c'est que, je dirais, ils ne sont pas très très fiables. Ils ne sont pas très fiables, pourquoi ? Parce que d'abord, dans les mailles dentaires, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que ce phénomène on parle de biopurification, hein, pour cet abaissement progressif du strontium et du barium vis-à-vis du calcium. Cette biopurification, il n'y en a pas apparemment dans les mailles dentaires. C'est très embêtant parce que cette étude elle a été publiée sur de l'émail dentaire. Ça marche mieux avec l'os, mais avec l'os, on a des problèmes de diagénèse, c'est-à-dire c'est assez difficile de contrôler l'effet de l'environnement sur la présence de ces éléments dans des fossiles. Je vous montre ça juste pour que vous ne loupez rien de l'évolution de la recherche sur ces domaines-là. Alors, on a quelque chose d'autre dans notre manche qui est en train de sortir. Mais pour l'instant, la carte dépasse à peine de la manchette. Hein. Donc ça, c'est un papier qui a été écrit par une jeune chercheuse de mon département qui s'appelle Clervia Jaouen, qui est une bretonne. Et Clervia, elle s'intéresse, alors là, on est revenu à des rapports isotopiques, elle s'intéresse aux métaux. Et elle a commencé au départ, quand on l'a recrutée, elle s'intéressait beaucoup au fer. Et on avait l'espoir de différencier mâles et femelles en utilisant les isotopes du fer dans le registre fossile.
Bon, les femmes ont moins de fer que les hommes, je ne rentre pas dans toute la physiologie du fer. Bon, on a glissé du fer vers le zinc, enfin elle a glissé vers le zinc, et le zinc est extrêmement prometteur. Alors pour l'instant, on n'a pas de données publiées sur des séries fossiles, mais je vous montre quand même ce schéma qui vous montre dans de l'os la variation d'un isotope du zinc qui est l'isotope 66, et ces mesures, elles ont été obtenues non pas sur des fossiles, mais sur des animaux actuels. C'est-à-dire qu'on a pris des animaux qui vivent dans un milieu de savane au Kenya, et on a mesuré, alors d'abord on a mesuré dans les plantes qui vivent dans cet environnement, et puis ensuite on a mesuré dans différents groupes d'animaux, et vous voyez que le zinc, en tout cas, si on arrive à maîtriser les problèmes de diagénèse, c'est-à-dire l'influence du milieu chimique au cours de la fossilisation, et je pense qu'on arrive à contrôler pour ça maintenant, sépare très très bien les carnivores des herbivores. Donc vous avez là les grazers, c'est-à-dire les herbivores qui mangent de l'herbe, ensuite des animaux qui mangent plutôt des feuilles qu'on trouve dans les arbres, et puis vous avez à l'autre bout ici les carnivores qui sont très très bien séparés. Et alors il y a des choses assez bizarres, vous voyez, les hyènes se placent à part des autres carnivores, on pense que c'est peut-être parce qu'elles mangent de l'os. Les crocodiles aussi nous donnent du souci, ils sont là. Mais voilà, on a beaucoup d'espoir sur le zinc, et je vous reparlerai du zinc quand on parlera des ressources aquatiques, parce que vous allez voir que le zinc nous dit des choses aussi sur la consommation d'animaux aquatiques. Donc la conclusion de tout ça, c'est que tout n'est pas perdu, on va arriver à avoir des marqueurs géochimiques qui vont permettre, même sur des formes très anciennes où on n'a pas de molécules organiques, à résoudre ces problèmes de régime alimentaire. Alors maintenant, évidemment, quand on va se promener dans ces régions d'Afrique de l'Est, où on trouve des fossiles, eh bien, on peut trouver, à côté de ces fossiles, des restes d'animaux qui sont les animaux qui vivaient dans l'environnement, et inutile de vous dire qu'on cherche sur ces restes animaux la moindre trace d'activité humaine, ou sinon humaine, du moins d'hominine. Et donc c'est comme ça qu'au sein de ce groupe d'espèces que j'ai rassemblé de façon très grossière sous le terme Australopithèque, eh bien on commence à trouver des traces de boucherie, si vous voulez, sur des os. Et ce qu'on connaît de plus ancien aujourd'hui vient d'un site, enfin d'une région qui s'appelle Dikika, qui est en Éthiopie, où il fait très très chaud. Je vous recommande Dikika si un jour vous sentez un peu frileux, c'est un endroit absolument terrible. Il n'y a pas un poil d'ombre. Alors surtout si vous êtes avec une équipe d'archéologues américains qui se nourrissent de beurre de cacao et de choses comme ça, c'est assez éprouvant. Alors, à Dikika, on a quelques ossements sur lesquels on a des traces qui ont été interprétées comme des traces de découpe. Alors, je dis quelques ossements, c'est pas beaucoup. Il y en a juste quelques-uns. Ça, c'est une côte sur laquelle on a ces traces. Alors, quand cet article a été publié en 2010 par mon collègue Shannon McFerron, ça a déclenché une polémique absolument extraordinaire parce que, à l'époque, on ne connaissait aucun outil de pierre qui date de cet âge-là. Premièrement, et deuxièmement, on ne connaît aucun représentant du genre Homo non plus à cette période-là, et plus ou moins tout le monde avait en tête que c'était les représentants du genre Homo qui fabriquaient les outils en pierre et qui s'étaient vraiment lancés dans la consommation de viande. 3 millions, c'est l'époque à laquelle vit, par exemple, Lucie. Donc là, c'est pas Lucie, c'est plutôt son papa, mais c'est l'époque d'Australopithecus afarensis. Donc, Australopithecus afarensis, il faut bien se rendre compte, c'est quand même une créature qui a un cerveau à peine plus gros que celui d'un chimpanzé, qui est bipède, d'accord, mais qui est quand même très très éloigné de l'image qu'on se fait des premiers chasseurs. Alors, il y a des collègues qui ont critiqué ce travail et qui ont en particulier soulevé la possibilité que certaines de ces traces, même toutes ces traces, n'étaient pas des traces d'outils, mais étaient des traces de dents de crocodile. Et je soulève ça parce que vous allez voir que quand il s'agit d'identifier les traces qu'on observe sur les ossements, il y a beaucoup de
d'opinions contradictoires avec des polémiques parfois qui sont assez intenses. Alors, il y a eu, dans les années qui ont suivi, quelque chose qui a un petit peu rebattu les cartes. Ça a été la découverte au Kenya, à l'ouest du lac Turkana, d'industries lithiques qui sont justement de cet âge-là et qui sont beaucoup plus anciennes que tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc ça, c'est une photo de Sonia Armand, qui est une archéologue française qui travaille depuis des années dans cette région. Et donc, Sonia Armand a publié avec ses collègues dans Nature un article qui a fait un bruit extraordinaire, où elle a décrit cette industrie qu'elle a appelée le Lomekien, du nom de Lomekwi, ce site qui se trouve ici. Et ce Lomekien est une industrie qui est assez curieuse, parce que, vous voyez, ce sont des très gros objets, des blocs assez importants, qui ont été taillés avec beaucoup d'énergie pour extraire des éclats ou aménager des tranchants. Alors, on ne sait pas très bien qui est l'auteur de cet outillage. Ça peut être nos australopithèques, mais il y a d'autres candidats. En particulier, je ne sais pas si vous avez repéré dans le buisson des australopithèques, il y avait un genre et une espèce qui s'appelait Kenyanthropus, qui est aussi un candidat possible à la fabrication de ces outils. Alors il va falloir attendre plusieurs centaines de milliers d'années avant de trouver quelque chose d'autre de semblable. Et ce quelque chose d'autre de semblable, on l'a trouvé dans deux sites qui sont, disons, autour de 2,5 millions. Un site qui s'appelle Bouri, en Éthiopie, où on a trouvé là aussi quelques os avec des traces qui ont l'air d'être des traces de décarnisation, en particulier une mandibule dont on a l'impression qu'on a extrait la langue et on a laissé des traces sur la face interne de la mandibule, une mandibule d'Alcélaphiné, de gnou. Et puis un autre gisement qui est le gisement de Gona en Éthiopie. Alors Gona, Dikika, Hadar, tout ça c'est autour de la vallée de l'Awash. Donc chaque équipe a son petit périmètre et donc a ses gisements, et donc tous ces gisements sont quand même assez proches les uns des autres. Et donc à Gona, on a quelques os, ça c'est un calcanéum décuidé, sur lequel on a des traces de découpe. C'est très vieux, 2 millions, plus que 2,5 millions pour certains de ces objets. Ce qui est très intéressant à Gona, c'est qu'on a dans le même gisement, enfin dans les mêmes gisements, on a des outillages très primitifs, alors que eux, on associe à l'industrie oldowayenne. Alors cette industrie oldowayenne, on la connaissait bien avant les découvertes de Lomekwi à l'ouest Turkana. Donc cet outillage oldowayen à Gona, il a 2,5 millions, 2,6 millions. Alors c'est des choses que vous avez déjà vues, ce qu'on appelait de la pebble culture. Ce sont des galets sur lesquels on a enlevé quelques éclats, donc on a un tranchant, et puis surtout une production d'éclats, probablement essentiellement la production d'éclats qui est à l'origine de ces industries. Vers la même époque, une série de sites qui se trouvent, eux, dans le sud de l'Éthiopie, dans la vallée de l'Omo. La vallée de l'Omo, c'est la vallée où Camille Arambourg, Yves Coppens, tous ces gens-là ont travaillé il y a bien des années. Et là aussi, on a, alors là on est à un peu plus de 2,3 millions, on a des outillages très très simples. Et donc ça, c'est cette industrie oldowayenne que l'on trouve donc simultanément à ces traces de découpe sur de l'os. Et donc, voilà quelque chose qui donc consolide l'idée qu'il y a un lien entre le développement de l'industrie lithique et puis une activité prédatrice plus marquée. Donc jusqu'à présent, on était dans la consommation occasionnelle de viande sans traces archéologiques. Et donc là, maintenant, on a de la consommation avec des traces archéologiques. Mais je voudrais quand même souligner que quand on regarde ce qu'on trouve dans ces sites très anciens, comme Gona ou Bouri, eh bien, on a un nombre de spécimens qui est absolument dérisoire. Regardez ce tableau qui vous donne le nombre de spécimens sur lesquels on a des cut marks dans différents niveaux de Gona. On parle de 1, 2, 5 os sur lesquels on a trouvé quelque chose qui pourrait être une trace de découpe, parfois trouvé au milieu d'assemblages qui sont extrêmement abondants. Donc, sans vouloir
paraître trop négatif, je voudrais juste vous dire, je crois que je l'ai déjà dit précédemment, que toutes ces traces d'activité humaine sur des restes osseux datant de plus de, disons, 2 millions d'années en Afrique, probablement tiennent toutes dans une boîte à chaussures, pour toute l'Afrique. Donc c'est quelque chose qui existe, qui mérite d'être souligné, qui est intéressant surtout parce que ça apparaît en même temps que ces industries de pierre taillée oldowayenne, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on va trouver à partir de 2 millions d'années. Et quand on va passer ce seuil de 2 millions d'années, on va rentrer dans quelque chose de complètement différent en termes d'abondance. Et je voudrais commencer par quelque chose qui est un petit peu, inhabituel et très intéressant. Il y a eu, il y a quelques années, 2 publications qui sont sorties l'une après l'autre sur des gisements de l'Est Turkana où ce que l'on trouve comme traces d'activité de découpe sur des os, eh bien, ce sont des marques de décharnement sur des animaux aquatiques. Alors, je ne veux pas gâcher le plaisir de ma présentation sur la ressource aquatique qui viendra un peu plus tard, mais parmi les choses les plus anciennes que l'on connaisse, il y a ces séries de cobifora en Afrique de l'Est où les hommes ont consommé des poissons-chats, des petits crocodiles, des tortues, des choses comme ça. C'est très intéressant parce qu'on pense qu'ils les ont capturés à la fin de la saison sèche dans des mares qui étaient transformées en mares de boue et où il était assez facile d'attraper tous ces animaux. Ce qui est intéressant, c'est que ces animaux, c'est une période de l'année où ils ont pas mal de graisse, alors que les ongulés que les hommes consomment par ailleurs, eux sont dans une phase de leur cycle biologique où justement ils ont une viande qui est une viande très maigre avec très peu de graisse, et on reviendra là-dessus quand on parlera des adaptations biologiques à la prédation. Les hommes, même s'ils sont prédateurs, même s'ils consomment de la viande, eh bien, d'une certaine façon, ne peuvent pas oublier complètement leurs origines végétariennes et consommer de la viande maigre sans hydrate de carbone. Mange du pain avec ta viande, hein, disait ma maman. Mais même sans graisse, c'est un problème. Et la viande sans graisse peut être toxique pour l'homme, et donc on a besoin de consommer cette graisse. Alors là, on va rentrer dans un monde complètement différent. Je vous remonte un tableau encore avec des nombres d'individus. Voilà Gona, hein, je vous rappelle, Gona, ce site de Gona, un niveau du site de Gona avec 5 os modifiés, donc ma boîte à chaussures. Hein. Là, on va passer après 2,2 millions. C'est un site très connu qui est le site d'Olduvai en Tanzanie, le site du Zinjanthrope. Là, on passe à des sites où on trouve des milliers, des centaines et des milliers d'ossements. Et dans ces ossements, il y en a une grande partie, 10%, 15%, qui portent des traces de modification par l'homme. Donc là, on n'est plus dans la boîte à chaussures, on est dans le... Il faut une Land Rover pour charger tous les os avec des traces d'activité humaine. Voilà ce site d'Olduvai, le site FLK. Alors il est un peu plus récent, 1,8 million. C'est un site qui est extrêmement célèbre. Je l'ai évoqué lors de ma première année de cours ici au Collège de France. C'est un site alors où on a trouvé beaucoup d'outillage de pierre, d'ossements, et certains de ces ossements portent ces impacts et ces traces de coupures. C'est un site qui est très très célèbre parce qu'il a été fouillé par la famille Leakey dans les années 50 et 60, et c'est le site où on a trouvé ce fameux crâne de paranthrope que les Leakey avaient dénommé Zinjanthropus boisei, on appelle maintenant Paranthropus boisei. Donc dans les années 59, enfin précisément dans l'année 59, donc les Leakey trouvent ce crâne et pensent avoir trouvé l'artisan de ces industries et le premier chasseur hominien. Alors l'année suivante, grâce à leur fils, ils vont trouver d'autres fossiles et on va se rendre compte que dans ce niveau du bed 1 d'Olduvai, dans le site FLK, on a au moins 2 hominines,
des paranthropes avec Boisei, et puis Homo habilis, c'est la première découverte d'Homo habilis, c'est le spécimen qui va servir à la définition de l'espèce Homo habilis. Et donc très vite, on va, j'allais dire, déposséder ce pauvre paranthrope de ses outils et de sa consommation de viande pour l'attribuer aux représentants du genre Homo. Je vous parle de ce site parce qu'historiquement, il a une grande importance à cause de la découverte de ces hominines, mais aussi à cause des débats qui ont entouré l'interprétation de ces outillages, l'interprétation de ces ossements. Et en particulier, c'est un site sur lequel deux équipes se sont opposées et continuent à s'opposer pour l'interprétation de cet assemblage avec, je vous donne des noms, ce ne sont pas des individus qui travaillent tout seuls, mais on a un collègue qui est professeur à l'université de Rutgers qui s'appelle Blumenschein. Et Blumenschein, il a développé tout un modèle sur l'origine de ces assemblages d'ossements et l'interprétation de toutes ces marques qu'on trouve dessus. Et l'interprétation de Blumenschein, c'est que, dans le fond, les hominines, en tout cas à ce stade-là, ils ne sont pas capables d'acquérir des proies de grande taille. Vous vous souvenez, nos chimpanzés, ils chassent quand même des petites bêtes à qui eux veulent beaucoup de mal, mais qui ne leur veulent pas beaucoup de mal. Alors, s'attaquer à un zèbre, même à une grosse antilope, c'est une autre paire de manches pour des hommes qui disposent, dans le fond, d'un armement très limité. Et donc, l'idée de Blumenschein, c'est que, en fait, beaucoup de ces assemblages de cette période oldowayenne peuvent être interprétés comme, en tout cas pour les grosses proies, comme un cycle, une succession de phases où les premiers consommateurs sont des grands carnivores et en particulier des félins. Ensuite, les hominines viennent et mangent ce qui reste comme viande. Et puis, à la fin, des charognards comme les hyènes, si je peux dire, finissent le travail et détruisent une grande partie de l'assemblage. Et dans le fond, ce que pense Blumenschein, c'est que les assemblages qu'on trouve en Afrique de l'Est dans ces périodes-là, s'inscrivent dans ce modèle. Alors, ils ne sont pas tous au même stade. Parfois, par chance, on a quelque chose qui est juste après les lions et les hominines, avant que les hyènes n'arrivent. Parfois, c'est après que les hyènes soient passées par là. Mais voilà, ça, c'est l'interprétation de Blumenschein. Alors, je fais tout de suite une petite parenthèse à propos de cette histoire de charognage. Vous vous souvenez, je vous ai souligné le fait qu'on ne connaît pas vraiment ça chez les chimpanzés, mais les chimpanzés, ils ne mangent pas des zèbres. Sur l'idée du charognage par les hominines, il y a deux possibilités. La possibilité d'un charognage qu'on va appeler passif, c'est-à-dire, en gros, on attend que les lions soient partis et puis on mange ce qu'on peut sur la carcasse. Et puis après, il y a ce qu'on a appelé en anglais power scavenging, ou un charognage de confrontation. Alors là, il faut être un peu plus téméraire. Il s'agit d'aller au-devant des carnivores qui viennent de capturer une proie et dans le fond de les écarter de la proie pour récupérer le gibier. On connaît des choses comme ça chez des chasseurs-cueilleurs récents, mais qui ont aussi un armement que n'ont pas probablement nos hominines d'Olduvai du BED 1. Alors le problème du charognage de confrontation, c'est que c'est très difficile à tester, c'est très difficile à prouver, parce que si vous avez accès à la proie d'un carnivore juste après qu'il l'ait tué et que vous arrivez à le chasser et à la récupérer, ça va être très difficile, 2 millions d'années après, de montrer que cet animal, il a été tué par un lion avant que les hominines ne finissent le travail et la consommation. Donc c'est quelque chose qui est, j'allais dire, intéressant à garder en tête, mais pratiquement impossible à tester. Donc ça, c'est l'interprétation, disons, de Blumenschein et de beaucoup de gens qui ont travaillé autour de lui, des élèves et des collaborateurs. Alors il y a une école, qui n'est pas une école américaine, qui est une école espagnole, menée par un collègue de l'université Complutense de Madrid, qui s'appelle Dominguez Rodrigo, qui, dans le fond, a retravaillé toutes les collections, en particulier d'Olduvai, et qui, lui, dans le fond, est assez hostile à cette idée de charognage, dont il pense que ça joue aucun rôle ou un rôle très faible, et que tous les restes que l'on trouve sont des restes qui proviennent d'un accès en premier par les hominines aux carcasses
parce que, dans le fond, alors peut-être à cause d'un charognage de confrontation, mais plus probablement parce qu'ils sont capables de les chasser, de les capturer. Et donc voilà, donc Blumenschein et Dominguez Rodrigo, depuis des années, se battent à coups de publications. Alors, les Américains ont un haut-parleur beaucoup plus puissant, les Espagnols ont la passion, on va dire, mais voilà, tout ça est très très animé comme débat. Alors, les arguments d'un côté et de l'autre, je vais essayer de vous montrer comment les zooarchéologues travaillent sur ces questions-là. Alors d'abord, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Pobiner, qui est allée au centre du Kenya. Il y a beaucoup de travaux expérimentaux dans tout ça. C'est-à-dire que les gens, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de voir ce qui se passe si on laisse une carcasse à des hyènes, à des lions, ou alors si on enlève de la viande d'abord et qu'on la laisse après, ou qu'on essaie de la récupérer après que les lions soient passés. Ça, c'est un peu risqué. C'est ce qu'a fait Pobiner. Donc Pobiner, avec une Land Rover et un monsieur qui avait un fusil, est allé dans le centre du Kenya, dans des environnements qui sont des écosystèmes dominés par les lions, pour récupérer des carcasses laissées par les lions et parfois en partie consommées ensuite par les hyènes. Dans le fond, ce qui l'intéresse dans cette histoire-là, c'est que beaucoup d'études qui ont été faites par d'autres sont des études qui ont été faites dans des environnements où les hyènes, justement, dominent. Le Serengeti, Masai Mara, des parcs comme ça. Donc, Pobiner, elle est allée dans des endroits où c'est les lions qui mènent la danse. Et ce qu'elle a montré dans une étude qu'elle a publiée, c'est que si on regarde les proies d'assez grande taille, des gnous, des zèbres, des animaux comme ça, c'est ce que les zooarchéologues classent dans la classe 3 et la classe 4. On a créé des classes pour la taille des mammifères. Donc des animaux assez grands. Eh bien, en fait, il reste pas mal de viande sur les carcasses une fois que ces lions sont partis. Et vous voyez toutes ces barres blanches ici, c'est ce qu'elle appelle bulk flesh, c'est-à-dire c'est vraiment des paquets de viande qui restent. Alors, pas partout, mais certains endroits autour du pelvis ou autour de dans la cavité thoracique, des choses comme ça. Donc, en gros, ce qu'elle montre, c'est que sur une carcasse comme ça, eh bien, il y a de quoi, pour un hominine, récupérer 2000 kilocalories, quelque chose comme ça, ce qui est à peu près ce qu'il vous faut pour vivre tous les jours. Alors, c'est vrai pour les animaux d'assez grande taille. Alors, par contre, si on s'intéresse à la classe 1 et 2, là, les lions, quand même, on laisse pas grand-chose à manger. Vous voyez que les barres blanches sont extrêmement petites et réduites. Et alors, si, par malheur, les hyènes passent par là, alors là, même avec la classe 3-4, c'est-à-dire les gros animaux, là, il ne reste vraiment presque rien, c'est-à-dire il reste ce qu'elle appelle flesh scraps, c'est-à-dire des petits fragments de viande sur certaines parties du squelette. Mais vous voyez que, par exemple, des os comme le bassin, le sacrum, sont des os qu'on va retrouver, si on les retrouve, complètement nettoyés par les hyènes. Donc, ce travail, c'est intéressant parce que ça montre quand même la possibilité, disons l'intérêt pour ces hominides de s'intéresser à ces carcasses. Alors après, on peut regarder sur les os que l'on récupère dans les sites archéologiques, on peut essayer de trouver des traces qui permettent de définir si ces os ont été modifiés par les hommes ou modifiés par des carnivores. Alors, il y a des choses qui sont assez faciles à reconnaître. Par exemple, ces petites traces là que vous voyez, où il y a plusieurs stries dans une incision en V, ça c'est assez typique d'outils en pierre. Et c'est ce qu'on va trouver dans certains sites, et ça a été laissé par les animaux. Et puis après, il y a des traces qui sont des traces de dents laissées par les carnivores, mais vous voyez que parfois les traces de dents laissées par les carnivores, ça peut ressembler un peu quand même à des traces laissées par des outils. Vous vous souvenez de mon histoire de crocodile à Dikika, donc c'est encore pas complètement résolu. Et alors, pour arranger l'affaire, on a aussi ce qu'on appelle la bioérosion, c'est-à-dire des bactéries qui se mettent presque immédiatement dans ces marques et qui modifient leur aspect. Et donc c'est à coup de bioérosion en particulier que Blumenschein et Dominguez Rodrigo se battent à longueur de publication. Alors il y a autre chose qui est très intéressant à regarder, c'est sur les ossements, la localisation
des modifications. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt sur la diaphyse, est-ce que c'est aux extrémités des os longs? Et donc, il y a des méthodes qui ont été développées, des méthodes GIS, pour, dans le fond, cumuler toutes les informations obtenues sur, par exemple, tous ces os longs, des fémurs, des humérus, et montrer de façon statistique comment ces ossements ont été traités. Je vais vous montrer un exemple pour vous montrer l'intérêt de ce genre de choses. Et comme exemple, j'ai choisi Canggera. Alors, j'ai choisi Canggera. C'est Canggera qui nous a choisis, en fait, parce que ce gisement de Canggera South, c'est une localité qui est près du lac Victoria et qui est le site le plus ancien pour lequel on a une grande quantité d'ossements. On est 200 000 ans avant le site d'Olduvai que je vous montrais tout à l'heure. On est à 2 millions d'années et on a, dans une stratigraphie, plusieurs niveaux qui montrent que des hominines sont venus, ont accumulé des ossements et ces ossements portent des traces de découpe comme celle-là. Alors, à Canggera, on a un nombre assez important de fossiles. Vous voyez, on parle de milliers d'ossements qui sont trouvés dans ce site. Il y a eu 3 fouilles qui ont été faites, et sur ces ossements, il y a des proportions assez importantes sur lesquelles on trouve, alors, TM, c'est tooth marks, c'est des traces de dents de carnivores, cut marks, c'est des traces de découpe par les hommes, et PM, c'est percussion marks, c'est des traces de percussion sur les ossements. Et on s'intéresse particulièrement au fait de savoir si ces traces, on les trouve plutôt sur le milieu de la diaphyse, sur le milieu de l'os, ou sur les extrémités. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Eh bien, on s'intéresse à ça parce qu'à travers toutes ces études, on s'est rendu compte que, en fait, une des caractéristiques qui distinguait les assemblages d'ossements pour lesquels c'était d'abord des carnivores et essentiellement des carnivores qui avaient été responsables de leur accumulation par rapport à ce qui se passe chez les hominines, eh bien, la différence, c'est le nombre de traces de dents, de morsures, sur le milieu des diaphyses. D'accord ? Et quand on a beaucoup de traces de dents sur le milieu des diaphyses, c'est que c'est surtout des carnivores, des lions par exemple, qui ont dévoré ces animaux. Et dans les assemblages qui ont été générés par l'homme, alors, encore une fois, tout ça c'est en grande partie expérimental, c'est-à-dire qu'on a volontairement modifié des ossements, fracturé des ossements, découpé des ossements, on les a laissés à des carnivores. Et donc vous voyez que les niveaux de Canggera produisent des ossements qui correspondent beaucoup plus à un profil d'assemblage pour lequel on a un accès en premier des hommes avant les grands carnivores. Alors ces différences-là, entre ce qui se passe avec la diaphyse, les épiphyses, etc., c'est lié en grande partie d'abord à ce que les carnivores consomment par rapport à ce que les hommes consomment. Et je reviens sur cette notion que les hommes, une des différences qui les sépare des carnivores, c'est que les hommes, encore plus que les carnivores, sont intéressés par les matières grasses, sont intéressés par les hydrates de carbone. Et donc ils vont en particulier fragmenter systématiquement les diaphyses des os longs pour extraire de la moelle, alors que les lions, bon, s'il y a de la moelle, ils la mangent, mais ils vont manger plutôt la viande, et c'est pour ça qu'on a ces différences. Et donc, on peut, sur des diagrammes comme ça, marquer en abscisse le nombre de traces de dents sur le milieu des os longs, et puis là, le ratio qui existe dans l'assemblage entre la partie centrale des os longs, c'est-à-dire cette diaphyse, et puis les épiphyses. Et vous voyez que dans les assemblages où les hommes interviennent préférentiellement, eh bien, il y a un rapport épiphyse sur diaphyse qui est beaucoup plus élevé que dans les assemblages laissés par les lions, par exemple. Encore une fois, tout ça, c'est lié à l'attrait des carnivores pour certaines parties du squelette et ce que les hommes recherchent qui est un petit peu différent. Alors, dernier point à propos de Canggera, on peut regarder aussi les proportions des différentes parties du squelette qui sont conservées dans le site, dans ces 3 niveaux de Canggera, et en particulier, dans une étude qui a été publiée il y a quelques années, on a regardé ce qui se passait avec les petits bovidés, genre gazelles,
par opposition à ce qui se passe avec des animaux d'un format supérieur. Là, c'est un bubal. Il faut tenir compte dans cette fréquence des différentes parties du squelette d'une dimension de conservation. Il y a des os qui se conservent moins bien que d'autres à travers le temps. Donc il faut corriger ce qu'on observe comme fréquence en tenant compte de cette conservation différentielle. Mais une fois qu'on a fait cela, eh bien on se rend compte que dans le fond, ce qu'on trouve le plus à Cangeera, eh bien, sont les parties du squelette qui portent le plus de viande. En particulier, l'humérus, la scapula, c'est-à-dire c'est l'épaule d'agneau. Alors ça prouve une chose, c'est qu'il y a un transport des carcasses, en tout cas un transport d'une partie des carcasses. Et dans le fond, le comportement de ces hominines, eh bien, c'est un comportement où ils vont minimiser le poids à transporter par rapport au rendement, si je peux dire, de ramener des carcasses quelque part. Encore une fois, ça souligne cet aspect de transport, peut-être de partage des proies. Alors avec les bubales, enfin les animaux de la taille du bubal, on a une image un petit peu différente parce que on voit que des parties du squelette qu'on ne trouve pas dans le profil de ces petites proies deviennent très fréquentes. Et en particulier, il y a un très grand nombre de crânes, de têtes, parce qu'il y a les mandibules aussi, qui ont été rapportés par ces hominines dans le site des Cangeera. Et ça suggère que si pour les petites proies, on a un accès en premier par les hominines à ces proies, avec un transport et une consommation des parties qui sont les parties les plus charnues, dès qu'on passe à des tailles un peu supérieures d'ongulés, eh bien là, probablement qu'il y a une forme de charognage qui est en jeu. Pourquoi ? Eh bien parce que le crâne, enfin je mets à part les hyènes qui sont capables de consommer n'importe quoi, mais les autres carnivores, les félins, ne consomment pas les crânes. Et les crânes sont très intéressants pour les hominines parce qu'ils contiennent le cerveau et des matières dont ils sont friands. Alors pour finir ce cours, je voudrais parler un petit peu parce que là on a parlé quand même d'accès à ces animaux de chasse, donc, et donc vous demandez comment est-ce qu'ils les attrapent. Alors c'est quelque chose qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que en fait, il y a chez l'homme des adaptations biologiques qui sont des adaptations biologiques à la course d'endurance, et que c'est cette course d'endurance qui a été probablement un des moyens pour les hominines de capturer ces animaux. Et je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre comment des chasseurs sânes capturent des antilopes dans des milieux qui sont des milieux très chauds, très secs. Et vous allez voir que, à la différence d'autres carnivores, les hommes chassent le jour. Ils chassent pendant les heures chaudes de la journée et ils sont équipés pour ça. Et grâce à cette capacité à courir sur de longues distances, ça leur permet d'épuiser des proies et de les amener à des situations d'hyperthermie où ils n'ont plus qu'à les achever et qu'à les consommer. Vous avez vu ce chasseur utiliser une lance qui a une pointe en fer. Alors donc nos hominines d'il y a 2 millions d'années ou 1,8 million n'avaient pas d'armes de ce type-là. Et malheureusement, on n'a pas, j'ai insisté là-dessus, les faibles chances qu'on a de trouver des outils ou des armes en matière périssable comme le bois. Alors on va faire un bond dans le temps et je vais vous montrer quand même des armes en bois, alors qu'elles ne sont pas africaines, elles sont allemandes. Elles viennent d'un gisement qui s'appelle Schöningen, qui est en Basse-Saxe. On a fait un bond énorme dans le temps, on est il y a 300 000 ans seulement, dans une mine à ciel ouvert de lignite, où il y a des possibilités de conservation des matières organiques qui sont tout à fait extraordinaires. Et dans ce site-là, eh bien, on a trouvé toute une série de ces objets qu'on aimerait bien trouver en Afrique pour des périodes très anciennes. Donc ce sont des lances qui font à peu près 2 mètres de long, qui sont très très bien façonnées, qu'on trouve au milieu d'une grande quantité d'ossements de chevaux qui ont été tués manifestement par ces armes. Donc on a beaucoup de, on a beaucoup fait d'expériences sur ces objets-là. On a essayé de savoir
à quelle distance on pouvait les lancer, est-ce qu'on pouvait les lancer de façon qui soit réellement meurtrière pour le gibier, ou est-ce qu'il fallait appuyer avec pour pénétrer. Bon, je passe sur tous ces détails-là. Ce qui est important, c'est que probablement ces armes ont une existence beaucoup plus ancienne. Je reviens à mes chimpanzés de savane, ont une expérience beaucoup plus ancienne que ce que l'on connaît dans le registre archéologique. À part Schöningen, on connaît au moins dans 2 autres sites en Europe, mais avec des conditions environnementales et à des périodes récentes, donc des conditions très particulières, des objets comparables, mais on peut imaginer que des choses comme ça ont existé dans le Pléistocène le plus ancien en Afrique, et que combiné à la capacité de course d'endurance sur de longues distances, c'est probablement comme ça qu'il faut imaginer les origines de la chasse. Juste pour finir, je vous montre une photo ou deux de l'évolution de ce genre d'objet, évolution beaucoup plus tardive. On va voir apparaître, mais là c'est très récent, c'est essentiellement dans le Paléolithique moyen en Europe et dans ce qu'on appelle le Middle Stone Age en Afrique, des pointes de pierre qui vont être emmanchées et qui vont permettre de rendre ces armes, au début essentiellement et uniquement en bois, de devenir de plus en plus meurtrières. Et on va en particulier dans le Middle Stone Age africain voir une évolution de ces artefacts vers des pointes de plus en plus perfectionnées et aussi de plus en plus légères, et on va graduellement passer à des armes qui sont des armes qui permettent de tuer à distance, à des distances de plus en plus grandes, et c'est probablement, je dirais, l'évolution la plus importante de l'armurerie de chasse, de la panoplie de chasse de nos chasseurs paléolithiques, le développement de techniques pour tuer à distance avec des moyens de propulsion, pour envoyer des projectiles armés de pointes comme ça, avec des très grandes vélocités. Et donc ça va changer complètement le mode de chasse de ces hominines.